traduire par les tziganes. Mais tzigane est un nom ethnique, on peut dire. Mais enfin, les joueurs de cirque, c'est ça les Spielleute. Les tziganes, et les Juden et les Zigeuner, ils vont se retrouver dans la même chambre du Struthof. Les uns pour fournir une collection de squelettes pour les anatomistes SS de l'Université de Strasbourg, et les autres pour expérimenter l'hypérite et quelques autres gaz empoisonnés. Voilà un curieux rapprochement des victimes des SS et du Drittes Reich dans l'énumération des Tchandala de Nietzsche. Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont les Tchandala maintenant? Eh bien, nous avons, oui, im Grunde alle verrufenen Menschenklassen. En somme, toutes les classes d'hommes malfamés. Voilà tous ces gens. Ce sont tous des Tchandala. Eh bien, wir, tout à coup, on passe à la première personne du pluriel, wir haben uns zu ehrenhaften Gedanken emporgehoben. Nous les Tchandala, vous allez voir, mehr noch, plus encore, wir bestimmen die Ehre auf Erden, die Vornehmheit. C'est nous la Vornehm morale. C'est nous la morale aristocratique. C'est nous les Tchandala qui sommes les législateurs du monde. C'est nous qui disons qui est noble, si c'est un prince ou si c'est un esclave, si c'est Épictète ou si c'est Marc Aurèle. Wir alle, nous tous, wir sind heute die Fürsprecher des Lebens. Nous sommes les porte-paroles, nous tous, de la vie. Et bien là, Nietzsche se met du côté des parias. Voilà un texte extraordinaire qui est du printemps 88, écrit à Turin. C'est mieux qu'un texte de la fin de l'année 88, parce que là, quand même, le délire du langage commence à habiter les cahiers, quelquefois avec splendeur. Mais on peut dire, là c'est le délire. Non, le printemps de Turin est un printemps calme, un printemps serein. Il a trouvé enfin le lieu où il dort bien, où tout le monde est heureux, tout le monde lui fait des sourires. On lui offre même les meilleures pâtes, les meilleures lasagnes. C'est là qu'il montre les meilleures lasagnes de toute sa vie. Bon, Nietzsche est heureux pendant quelques semaines, quelques mois, et il écrit cet éloge du paria, du Tchandala, et il l'est parmi eux. Il a enfin trouvé son terrain, son peuple. Wir alle, wir Immoralisten, souligné Immoralisten cette fois, sind heute die stärkste Macht. Nous sommes la plus grande puissance. Ça, c'est étonnant. Là, vous me direz alors, c'est la paramélia totale. Oui, mais l'ironie est si grande, parce qu'on ne peut pas dire que les blasphémateurs, les immoralistes, les migrants, les artistes, les juifs et les tziganes, tout ensemble, ça forme une caste puissante. Non, c'est une force de dénomination, comme apôtre de la vie, die großen andere Mächte brauchen uns. Les autres se nourrissent de nous. Ils ont besoin de nous. Les autres, tous les autres. Wir konstruieren die Welt nach unserer Bilder. Bon, alors, ce qui me suit va tout à coup nous étonner, parce que wir haben den Begriff Tchandala auf die Priester, Jenseitslehrer, donc l'ironie revient après. Ce texte extraordinairement ironique vient à la suite, ou tout près d'un autre texte que je raccourcirai, parce que je crois qu'il nous donne un peu le secret du travail de Bloch et aussi d'Arno Münster. Une philosophie expérimentale, dit Nietzsche, telle que celle que je vis, anticipe même à titre d'essai sur les possibilités du nihilisme radical, ce qui ne veut pas dire qu'elle en reste à un non, à une négation, à une volonté de nier. Bien au contraire, elle veut parvenir à l'inverse, à un acquiescement dionysiaque au monde tel qu'il est. Elle veut le cycle éternel, les mêmes choses, la même logique et non-logique des nœuds. Ces nœuds nietzschéens me font un peu penser à la théorie des cordes, qui est une des théories astrophysiques contemporaines. Il y a une espèce de vision nodale
donc encordé, si on peut dire, de l'univers éthique, et avoir envers l'existence une attitude dionysiaque. Ma formule pour cela, c'est la mort fati. On ne peut pas dire que ce ne soit pas un texte vraiment au cœur de la pensée de Nietzsche, mais je crois que ça complète assez bien le débat Stirner-Nietzsche, et je tendrai peut-être à dire qu'on peut mettre ici un point d'orgue et se dire que le débat peut se faire autour de cela. Mais je terminerai pour rapatrier notre point de départ par l'éloge du travail d'Arnaud, parce que c'est lui qui nous a conduits à travers les dédales de plusieurs des grandes pensées du siècle précédent, parce que nous sommes déjà dans l'autre siècle, pour si peu, mais de façon aventureuse. Et je crois que il est notre guide dans ce labyrinthe polyrythmique que nous a offert Ernst Bloch avec une très grande force, mais aussi ces explorateurs hasardeux qu'était Stirner, ou ce philosophe expérimental si étrange que fut Nietzsche. Pour lui, j'ajouterais quand même une petite notice en bas de page, c'est que Kant, lui aussi, a employé le mot philosophie expérimentale une seule fois, mais c'est à propos de la dialectique de la raison pure et de la construction de l'antinomie de la raison, là où l'univers est soit né à un moment du temps et de l'espace, soit n'est jamais né et n'a jamais connu de l'origine de l'espace. Ça, c'est un travail de philosophie expérimentale, nous disait Kant, très curieusement, et il n'avait pas tort, car l'astrophysique contemporaine, elle fait l'expérimentation de ces problèmes, la découverte du rayonnement cosmique, du rayonnement de fond de ciel, qui nous ramène au premier instant de l'univers, et à l'apparition de la lumière au bout de 300 000 ans, quand les électrons se décident, entre guillemets, à accompagner les protons au lieu de se battre avec les photons, ce qui fait que les photons libérés éclairent l'univers d'une lumière vaguement blanchâtre. Bon, tout cela, c'est de la philosophie expérimentale, évidemment, et Kant a eu raison d'en parler sous cette forme, dans ces termes, mais Nietzsche, ce qu'il nous fait explorer, c'est pas la question des premiers moments de l'univers ou de l'absence des premiers moments de l'univers en astrophysique, mais c'est le travail polyrythmique des hauts et des bas, de l'aventure du Chandala dans son éthique. Et ça, c'est vraiment le grand problème. C'est un problème qui est esquissé déjà chez Stirner. On pourrait peut-être dire que Hannah Arendt, c'est peut-être pas une question qui lui serait indifférente, mais ce serait un tout autre débat. Alors je prends la parole à qui de droit, et je le fais en rendant hommage au travail, à la carrière et à la vie militante et parfois souffrante d'Arnaud Unstern, notre ami.